En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec François-Olivier Gisbert. On parle du général de Gaulle. Arnaud Benedetti nous a rejoint. Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Vous êtes également professeur associé à Sorbonne Université ainsi qu'aux hautes études internationales et politiques. Et votre nouveau livre s'intitule « Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir ». Ça paraît aux éditions du CERF. Il y a beaucoup de candidats à la présidentielle aujourd'hui. Alors selon vous, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font pas de politique puisque la politique est morte ? Non, moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a une crise de confiance en la politique. La France est un pays qui s'est construit, il faut jamais l'oublier, d'abord politiquement. Vous avez des pays qui se sont construits culturellement. C'est le cas de l'Allemagne ou de l'Italie, ou économiquement, comme un certain nombre de pays du Nord. La France, c'est l'État qui fait la société. Ce sont les rois qui créent la nation, et c'est la Révolution qui, finalement, fait émerger la nation en tant qu'acteur politique. Donc, il y a une attente très forte dans le peuple français de solutions que pourraient apporter et que doivent apporter les politiques. Ce à quoi on assiste maintenant depuis une trentaine d'années, ce sont deux phénomènes qui sont tout à fait visibles. Le premier, c'est un recul de la participation électorale. Donc un recul de la participation électorale, ça veut dire quand même qu'il y a un lien qui se distend entre de larges segments de l'opinion publique, de larges segments du corps électoral et les institutions. On peut dire que c'est aussi l'américanisation. Oui, c'est aussi l'américanisation. C'est aussi l'américanisation. Oui, enfin, sauf à la différence avec les États-Unis, c'est que, si vous voulez, aux États-Unis, la tradition politique n'est pas la même qu'en France. C'est-à-dire que les différenciations idéologiques, quand même, aux États-Unis, dans les deux grands partis, ont toujours été moindres que, par exemple, en France, où les camps politiques qui s'affrontaient étaient des camps politiques où les corpus idéologiques étaient extrêmement construits. Donc, il y a une petite différence. Non, et puis le deuxième sujet, c'est que quand on regarde les études d'opinion maintenant depuis une vingtaine d'années, c'est une dégradation lente, constante et parfois violente de l'image des politiques. Il y a le baromètre du Cevipof qui, chaque année, teste la confiance des Françaises et des Français dans les institutions. Lorsqu'on leur pose la question de savoir s'ils considèrent que la classe politique, la classe dirigeante répond à leurs attentes, est capable de prendre en charge leurs préoccupations, vous avez 70 à 80% des Françaises et des Français qui considèrent que non. Quand on leur demande quel est le sentiment que vous pouvez exprimer lorsque l'on vous parle politique, vous avez 30 à 35% des Françaises et des Français qui parlent de dégoût. Donc c'est très fort. Donc il y a un sentiment, si vous voulez, qui s'est diffracté depuis un certain nombre d'années, à la fois d'impuissance du politique, c'est-à-dire que le politique n'est plus capable de contrôler et de maîtriser les événements. Alors évidemment, il y a cette image, on en parlait tout à l'heure, du général de Gaulle, cette espèce d'âge d'or où on avait un État qui était à la fois très volontariste et j'allais stratège. Vous poser la question à tous les deux. Est-ce qu'il a mis la barre trop haut finalement? Est-ce que la mort du politique, c'est depuis la mort du général de Gaulle? Parce que c'était une autre époque. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec le constat, évidemment. C'est exactement ça, évidemment. On est d'accord à 100%. Mais après, le général de Gaulle, attendez, je n'idéalise pas le général de Gaulle. Hein. Je suis pas, je répète, gaulolâtre. Mais en même temps, il arrive en 1958 et il dit, il fait. Enfin, souvent, d'ailleurs, il dit le contraire de ce qu'il va faire, mais enfin, bon, en tout cas, il avance. Oui. Et quand on veut, on peut. C'est une histoire de volonté. Et il a cette phrase toujours, d'ailleurs, les chiens aboient, la caravane passe. Et il avance. Même quand il a tout le monde contre lui, quand il est sûr de quelque chose, il délègue. Enfin, c'est une façon de gouverner qui est rapide. Et si vous voulez, quand on voit la rapidité avec laquelle a été faite la Constitution, à partir du discours de Bayeux, c'est vrai, mais d'ailleurs sans qu'il s'en occupe de très près, comme d'ailleurs la relance économique, parce que la 4e République, c'est vrai que, bon, il y avait des résultats en matière de croissance, le reste c'était un désastre, l'accumulation des déficits, 15% d'inflation, enfin bon, c'était une économie qui était complètement en perdition. Et tout ça est remis très vite avec un plan de rigueur, d'ailleurs, un plan d'austérité, signé Jacques Rueff, mais présenté quand même par Antoine Pinay. Et tout ça est fait très très vite, c'est-à-dire c'est la théorie des 100 jours. Donc là, on a des présidents qui sont élus avec des programmes et qui disent qu'ils vont faire les réformes sur 5 ans. Et évidemment, ils ne les font pas, parce que les réformes, elles se font dans les 3 premiers mois. Ma sensibilité personnelle me validerait vos arguments, mais la réalité, c'est que, objectivement, la situation qui est celle aujourd'hui du monde politique par rapport à l'époque du général de Gaulle a considérablement changé. Mais il y a un phénomène. Regardez la fin de la 4e République. Les politiques n'avaient plus de pouvoir.
Bénédicte. Il y a un phénomène fondamental, à mon avis, qui change et qui fait que les politiques ont moins de marge de manœuvre, ça s'appelle la globalisation. C'est-à-dire qu'au temps du général de Gaulle, finalement, les marges de manœuvre des États-nations étaient encore des marges de manœuvre qui obéissaient à ce que l'on pouvait attendre de ce qu'on appelle l'État westphalien. C'est une excuse. Non, mais c'est une fausse excuse. C'est certes une excuse, mais enfin, si vous voulez, la circulation des capitaux, les mouvements humains. En même temps, c'est eux qui ont créé cet État. Je suis d'accord. Les interdépendances. Rien n'empêche de reprendre la main. Non, mais les interdépendances sont beaucoup plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 20 ou il y a 30 ans. Je ne justifie pas l'inaction des politiques. Je considère qu'en effet, il existe aujourd'hui des marges de manœuvre pour les politiques et que les politiques, en effet, peuvent reprendre la main. Mais la réalité, c'est que les interdépendances sont encore aujourd'hui beaucoup plus fortes qu'elles ne l'étaient du temps du général de Gaulle, où elles étaient déjà assez fortes. Mais je crois que ça, c'est une différence fondamentale. L'autre sujet qui me paraît quand même important lorsqu'on pose la question du politique, c'est qu'aujourd'hui, finalement, il y a un vrai problème qui se pose, c'est le rapport à la souveraineté. Et moi, c'est ce que j'essaye d'aborder dans cette question, dans cet ouvrage. C'est que, finalement, aujourd'hui, la souveraineté, ce qu'on appelle la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, est quelque chose qui est de moins en moins respecté par les classes dirigeantes. Je vais prendre l'exemple, qui est un exemple politique récent. C'est le référendum de 2005. Le référendum de 2005, c'est quand même un sujet qui est, à mon avis, majeur pour comprendre, finalement, l'évolution de la vie politique en France depuis ces 15 dernières années. C'est quoi le référendum? Le référendum, c'est une majorité de Françaises et de Français qui vont dire non à un projet de traité constitutionnel qui est le projet qui est présenté en 2005. Nicolas Sarkozy 2008, vous avez le traité de Lisbonne et à ce moment-là, vous avez en effet une classe politique qui décide de refaire passer par la fenêtre ce que les Français ont décidé. Si je peux me permettre, parce que ça, c'est l'argument toujours de Marine Le Pen. Non, mais c'est un argument majeur qu'on peut récuser. Vous savez pourquoi? Non, c'est un argument majeur. Parce que quand on lit bien le projet de constitution qu'avait présenté Valéry Giscard d'Estaing, vous remarquez quand même que cette constitution de Giscard, c'est quand même lui qui avait été l'un des. Oui, mais il a dit lui-même que le traité de Lisbonne, c'était la même chose. Non, justement, on n'a pas du tout aujourd'hui l'organisation que préconisait le projet de constitution. Non, ce n'est pas du tout la même chose. À peu de choses près, on est dans une épure qui est assez similaire. En tout cas, parce que justement, excusez-moi, je termine là-dessus. Excusez-moi, ils se sont arrangés justement les gouverneurs européens pour qu'il n'y ait pas un pouvoir européen fort. Parce que ça aurait été bien peut-être un pouvoir européen fort, d'ailleurs, qui aurait évidemment dépassé cette espèce de truc de technocratie avec la Commission de Bruxelles, on ne comprend plus rien de ce qui se passe, et qui d'ailleurs aurait eu des comptes à rendre en permanence face aux politiques. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien... On fera le... Oui, enfin, on fera le débat sur l'Europe une autre fois. On va laisser finir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'en effet, quand même, le traité de Lisbonne reprend l'ensemble des grandes prérogatives du projet. Giscard s'en était félicité. Et le sentiment, en tout cas, que dégage cette imposition du traité de Lisbonne par rapport au référendum de 2005, c'est que le fait d'aller voter ne sert strictement plus à rien, puisqu'à partir du moment où vous avez voté, de toute façon, votre vote n'est pas pris en considération. Donc, il faut aussi voir dans ce moment précis un acte profond de démonétisation et de dévalorisation du vote. C'est quand même de l'abstention aujourd'hui. Excusez-moi. C'est une des explications, à mon sens. Parce qu'il n'y a pas eu de l'abstention tout de suite après. On pourrait peut-être vous réconcilier parce que pour le coup, la classe politique n'a pas été du tout gaulliste sur ce coup, parce que le général de Gaulle, il fait des référendums, il les gagne, et quand il les perd, il s'en va. Absolument. Oui, clairement. Mais si vous voulez, et d'ailleurs, Chirac aurait dû partir. Les deux derniers, beaucoup de gaullistes qui étaient et des Chiraciens y compris, comme Pierre Mazeaud, disaient il faut partir dans ces cas-là parce que vous êtes désavoué. Alors il faut quand même porter au crédit de Chirac d'avoir demandé et d'avoir sollicité le peuple français pour ratifier ou non ce traité. Et de la même manière que Mitterrand a eu le courage en 1992 pour des raisons politiciennes aussi, parce qu'il avait très bien compris que ça allait diviser la droite. D'ailleurs, ça a divisé aussi la gauche. Le traité de Maastricht a divisé l'ensemble de la classe politique. Mais enfin, en tout cas, il faut reconnaître que Mitterrand et Jacques Chirac, l'un comme l'autre, ont eu le courage de porter aux Français cette question-là. C'était absolument essentiel. Mais je crois qu'en effet, en tout cas, la question de la souveraineté, c'est une question qui est aujourd'hui absolument essentielle. Et le gros problème, finalement, auquel nous assistons aujourd'hui, c'est que, si vous voulez, la classe politique donne le sentiment de ne plus être en mesure de maîtriser les événements, de contrôler les événements. La politique, c'est quoi? La politique, c'est de contrôler, c'est de fabriquer la société, c'est de produire un certain nombre de politiques publiques. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'un certain nombre de
de politique publique sont totalement dépendantes d'instances qui sont des instances supranationales, interétatiques, voire parfois d'instances qui ne sont même pas du tout étatiques. Vous avez aujourd'hui un certain nombre d'organisations, je pense aux GAFAM notamment, qui viennent percuter d'ailleurs les États-nations et qui viennent quelque part les concurrencer sur un certain nombre de domaines. Par exemple, le domaine de la recherche. Je cite dans mon livre, par exemple, les GAFAM. Les GAFAM, c'est 65 milliards de dollars en termes d'investissement en recherche. Vous les comparez avec les 3 milliards du CNRS, vous avez là un gap qui quand même dit quelque chose sur le choc qui est en train de se produire. François-Olivier Gisbert voulait vous répondre. Oui, parce que je pense que, contrairement à vous, je pense que la mondialisation, l'Europe, tout ça, ce sont de fausses excuses. C'est-à-dire que le problème qui se pose aujourd'hui à la classe politique, c'est qu'elle n'a pas généré des gens capables de prendre des décisions, de faire des choses, qui ont une volonté. Parce que l'histoire de De Gaulle de 58, et c'est pour ça que De Gaulle revient, c'est pas à cause de l'idéologie gaulliste, parce que de toute façon, ça n'est pas une idéologie, c'est plutôt une méthode. C'est que De Gaulle, il refait avec rien, il recrée quelque chose. Parce que, excusez-moi, mais sous la 4ème République, il n'y avait pas l'Europe, il n'y avait pas la mondialisation, on avait une classe politique incapable et impotente, incapable de faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est ça le souci. Et donc, il faut rechercher pas forcément des gens intelligents, pas forcément des gens brillants, mais des gens qui fassent les choses. Vous savez, comme on voit très bien en France, il y a les bons maires, il y a les mauvais maires. Vous avez des maires incroyables, Gérard Collomb à Lyon qui change complètement la ville, Christian Estrosi à Nice qui change complètement la ville, Georges Frêche dans le passé aussi qui refait repartir Montpellier pour des... Et puis vous avez des maires épouvantables. D'ailleurs, tous ces maires aujourd'hui écologistes là, qui sont en train pratiquement qui vont détruire peu à peu leur ville. Arnaud Benedetti, je suis moins sévère avec vous que sur la 4ème République. La 4ème République a aussi sauvé récemment en 47-48 la République et la France du communisme. Il faut jamais l'oublier au moment des grandes grèves de 47 et de 48. La 4ème République échoue sur la question de l'Algérie. Le grand échec de la 4ème République, c'est l'incapacité qu'elle a eue à sortir du bourbier de l'Algérie. Non, mais par contre, si vous voulez, je crois que, en effet, ce qui se passe aujourd'hui, et là je suis d'accord avec François-Olivier Gisbert, c'est qu'on a une dégradation de la classe politique. Le général de Gaulle, et même les hommes politiques de la 4ème République, c'était des hommes qui avaient une formation qui était totalement différente de celle des hommes politiques que nous avons aujourd'hui. Le général de Gaulle, il avait une phrase, il disait finalement, qu'est-ce que c'est que l'art du commandement? C'est la culture générale. Donc on avait des hommes politiques qui étaient formés avec un moule et qui avaient une histoire évidemment différente. On peut pas comparer l'histoire du général de Gaulle ou l'histoire des dirigeants de la 4ème République avec la classe politique d'aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que la trajectoire et la formation des hommes politiques étaient très différentes. Merci Arnaud Benedetti, merci François-Olivier Gisbert. Vous restez avec nous sur Sud Radio. Après une courte pause, nous parlerons du redressement de la France. En 1958, le général de Gaulle avait redressé la France en à peine un an. Redresser la France aujourd'hui, est-ce possible? Comment? Les réponses de François-Olivier Gisbert et Arnaud Benedetti en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour dans Toute Vérité avec François-Olivier Gisbert et Arnaud Benedetti. Nous parlons du général de Gaulle. Le général de Gaulle qui est arrivé dans une période de crise institutionnelle, de crise politique, de crise économique aussi. Vous l'avez rappelé, François-Olivier Gisbert. Est-ce que la France d'aujourd'hui, on dit beaucoup qu'elle est en déclin, est-ce que la situation est aussi grave que celle de 1958 ? Pas tout à fait, mais presque. Elle est différente. On n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Oui, il y avait pire que ça. Enfin, il y avait quand même les menaces de guerre civile. C'est-à-dire que quand il arrive au pouvoir après le 13 mai 58, il y a ce espèce de simili-coup d'État des militaires en Algérie qui disent quand même qu'ils sont prêts à envahir la métropole. Ça, c'est plutôt une opération d'intox qui s'appelle l'opération Résurrection, qui est montée par Massu, d'ailleurs, un gaulliste, et qui fait cette espèce d'opération qui consisterait en fait à envoyer des paras et prendre le contrôle des endroits vitaux de la France, notamment autour de Paris. Donc, cette opération Résurrection, il donne le sentiment de vouloir la faire. Moi, je pense que c'était juste de l'intox, mais c'était bien fait. Et donc, ça, on n'a pas ça encore. Mais c'est vrai. Mais en même temps, le spectre de la guerre civile, j'allais dire, on a les attentats terroristes. Enfin, c'est un thème qui arrive dans le débat politique. Mais vous êtes, déjà, Alain Juppé disait, il y a 5 ans, je me souviens très bien, nous sommes en 1958. C'était une phrase qu'il répétait souvent.
effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore un peu plus vers 1958. Non, mais avec une différence fondamentale, c'est que si vous voulez, le général de Gaulle a bénéficié politiquement de la faiblesse des institutions de la 4e République pour revenir au pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, les institutions de la 4e République étaient totalement incapables de permettre de résoudre la crise algérienne. Et lui, quand il revient au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est évidemment de réformer la Constitution et d'apporter au peuple français une nouvelle République. Oui, c'était pas un système génial avant. Oui, mais c'est ce qui va lui permettre, c'est quand même ce qui va lui permettre, par la voie notamment des référendums, de sortir progressivement de la situation algérienne. Donc ça, c'est une réalité et c'est la différence fondamentale. Aujourd'hui, finalement, la classe politique se retrouve récemment dans une crise qui est assez similaire à la crise que le général de Gaulle a dû, d'une certaine manière, résoudre, c'est-à-dire une situation de conflit qui est très forte, d'archipélisation, de fracture de la société française, de problèmes économiques, de problèmes culturels, en effet, mais avec un avantage considérable, parce qu'en fait, il y a une véritable rente sur laquelle vit la classe politique française depuis des années et des années, c'est la rente constitutionnelle. La Constitution, d'une certaine manière, offre un cadre de stabilité à la classe politique et à la classe dirigeante qui lui permet malgré tout de rester et de ne pas être remise fondamentalement en question. Là, on revient toujours à l'histoire de la volonté. C'est-à-dire que le problème qui se pose aujourd'hui dans ce pays, c'est quoi? C'est quand on a une grosse difficulté, on a l'impression que le problème n'est pas réglé. On s'est rendu compte à l'occasion du Covid, par exemple, que l'indépendance sanitaire, c'était important. C'est-à-dire les masques français. Vous avez vu où on en est aujourd'hui? Vous demandez des masques français dans les pharmacies, il faut vraiment faire 4 ou 5 pharmacies comme moi pour réussir à trouver enfin des masques français. Et là, c'est typiquement, comment dire, une absence totale de volonté politique, parce que ça se décide. Vous voyez, par exemple aussi, l'espèce de faillite que nous avons aujourd'hui en matière légumière et fruitière. On est en train de devenir un pays importateur de pommes. Non mais vous vous rendez compte? Importateur de pommes. Ça pose un problème. C'est le problème général de la filière, comment on les ramasse, etc. Mais les politiques, ils sont là pour régler ces problèmes. Et j'ai le sentiment, si vous voulez, que depuis le général de Gaulle, bon, il y a eu des bonnes périodes aussi, par moment depuis 1958. Il ne faut pas dire que tout était moche, mais on a perdu cette idée de, voilà, il y a un problème, on va le régler. C'est-à-dire, on remet à plus tard, on repasse la patate chaude. Les retraites, ça fait 15 ans ou plus, ou davantage d'ailleurs, que les gouvernements surfilent la patate chaude. La dette, quand même, qui est un truc monumental, qui va nous tomber dessus à un moment donné, parce qu'un jour, il y a des investisseurs, des pays qui vont jouer contre la France comme ils ont joué naguère contre la Grèce. Et alors là-dessus, il y a tout un discours gouvernemental ou de certains spécialistes qui vous disent mais non, c'est pas grave, la dette, regardez le Japon, regardez l'Italie, mais enfin, c'est pas du tout la même dette. Nous, c'est une dette qu'on doit à des pays étrangers. Eux, c'est une dette qui se doivent entre eux. Ils se débrouilleront, les Japonais. C'est eux qui détiennent la dette, comme les Italiens, en grande majorité. Et donc, tout ça, ce sont des problèmes qui montent et qui ne sont pas réglés et qui ne sont même pas abordés. Oui. La dette, c'est un sujet, par exemple, les politiques n'en parlent jamais. Il y a une spécificité française. Ce que vous dites est tout à fait juste sur la situation que nous vivons. Mais en fait, quand on regarde l'histoire de France dans la profondeur, on voit que finalement, c'est une histoire où on est toujours sorti de moments de crise par des moments de sursaut qui font qu'à un moment donné, on renverse la table. Ouais. L'histoire de France, c'est une histoire de renversement de table pour, à un moment donné, surmonter. C'est l'histoire de 1958. De Gaulle disait, il faut bousculer le pot de fleurs. C'est l'histoire de 58. C'est l'histoire aussi de 44 et de 45. Parce que finalement, dans toute l'entre-deux-guerres, quand vous regardez les débats publics de l'entre-deux-guerres, c'est finalement des élites qui se lamentent sur l'incapacité de la France et de l'État à se réformer. Et d'ailleurs, si bien que vous allez avoir cette espèce de malentendu extraordinaire et criminel d'avoir un certain nombre d'élites qui vont rejoindre Vichy parce qu'elles considèrent qu'un pays qui est un pays occupé va permettre justement de mener les réformes que l'on n'a pas été capable de mener sous la Troisième République. Donc vous voyez parfois le type de télescopage auquel donne lieu ce type d'événement et ce type de comportement. Mais la vérité, c'est qu'en effet, en France, on est capable de sortir d'un certain nombre de situations qu'à un moment donné, en renversant définitivement la table. C'est ce qui s'est passé en 58. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans cette situation? Moi, j'ai envie de dire, oui, on l'est contextuellement, mais il n'y a pas de général de Gaulle. Tout le monde est gaulliste. Le problème, c'est qu'on n'a plus fondamentalement l'énergie politique. On n'a plus l'énergie politique et on n'a vraisemblablement plus la classe dirigeante pour le faire. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est cruel. Je suis désolé, mais l'homme d'État ou la femme d'État se révèle au pied du pouvoir. C'est-à-dire que, franchement, on n'a plus de général de Gaulle, c'est normal, parce qu'on est quand même loin de cette guerre. Mais il y a certainement des gens qui sont capables. Tout ce qu'il faut, c'est simplement prendre des décisions. Vous voyez, vous regardez nos deux principaux partenaires, la Grande-Bretagne, ils ont eu Thatcher.
Hein. Ça a tout changé. Elle a pris un nombre de mesures absolument considérables sur lesquelles les travaillistes, enfin, avec Tony Blair, ont vécu. Parce qu'ils n'ont pas changé. Parce qu'elle avait fait les réformes qu'il fallait faire à un moment donné. Vous avez l'Allemagne. C'est pas la droite qui a fait les réformes en Allemagne. C'est Gerhard Schröder. Schröder, il va faire son agenda 2010 et l'Allemagne va repartir alors qu'elle est dans une situation catastrophique. Oui, mais on parlait de crise de civilisation tout à l'heure, pas de réforme budgétaire. Non, mais je suis désolé. Par ailleurs, je suis désolé, mais chaque gouvernement les fait depuis 30 ans et la situation ni économique ni sociale. Je suis en désaccord total avec vous. Les gouvernements ne les font pas. C'est-à-dire que nous sommes très loin de, par exemple, Schröder, d'ailleurs, il était pathétique parce que quand vous parlez avec lui, il vous dit toujours, j'ai vu Sarkozy, j'ai essayé de le convaincre, j'ai vu Hollande parce que c'est quelqu'un de gentil. Il dit, mais pourquoi vous faites pas ça? J'essaie de les convaincre. Et on l'a pas fait. Et si vous voulez, c'est ça le souci. C'est-à-dire que, justement, c'est important, si vous voulez. On fait comme si le déclin était inévitable. Mais non, le déclin, d'abord, je suis désolé de vous le dire, mais c'est tout un ensemble. L'économie, ça compte énormément. Si un jour, à force de planquer la dette, la bombe à retardement finit par exploser, vous allez voir où en seront les taux d'intérêt en France et vous verrez les effets sur l'économie. Et ça va saper le moral. Donc, l'identité française, qu'on défend tous ici, l'identité, je suis désolé, c'est un ensemble, c'est une construction où l'économie joue un rôle. Et évidemment, l'éducation et tout le reste également. Mais il ne faut pas oublier l'économie. Et l'économie, on l'a oublié dans ce pays. L'histoire de pourquoi les Français travaillent beaucoup moins que les autres peuples, c'est aussi un sujet. Pourquoi on travaille beaucoup moins en heures? Tout ça sont des chiffres. Tout le monde connaît ces chiffres. Bon, il y a un certain nombre de problèmes à régler. Pourquoi il y a une partie de la population qui travaille même pas 32 heures? Oui, alors je pense qu'il y a aussi quand même un vrai sujet, c'est la formation des élites. Moi, je reviens là-dessus. Vous savez, quand la France perd la guerre de 1870, qu'est-ce que considèrent un certain nombre d'intellectuels, qu'il s'agisse de Taine ou de Renan? C'est que c'est pas le fait d'avoir perdu... On n'a pas perdu militairement, on a perdu militairement, bien évidemment, mais la défaite est d'abord une défaite intellectuelle, c'est-à-dire une défaite des élites, une défaite de notre système de formation. Donc après 1870, ce que va faire la Troisième République, de fait, c'est d'essayer de mettre en place, notamment avec l'éducation nationale, avec la création d'un certain nombre, l'Institut d'études politiques, l'école libre des sciences politiques, il faut se souvenir, elle naît après 70, hein. Donc, c'est-à-dire de mettre en place un système de formation des élites. Aujourd'hui, le vrai problème en France, on a le sentiment qu'on se retrouve un peu dans une situation avec des élites qui ne sont plus véritablement armées ou formées pour répondre aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je reviens sur la question de la culture générale, mais c'est très frappant. Vous avez aujourd'hui, finalement, des politiques ou des dirigeants qui sont uniquement des spécialistes, qui sont uniquement des experts, c'est-à-dire qui n'ont plus une vision panoramique des sujets. Le général de Gaulle, c'était avant d'être un militaire, il était extrêmement politique au sens où il disposait d'une culture historique qui était une culture considérable. Et de Mitterrand et de Chirac aussi. Et de Mitterrand, et du Mitterrand. Mais oui, mais il y a une rupture à partir de... La trahison des élites, hein, c'était le thème du livre de Marc Bloch en 1944. Et finalement... La trahison des clercs. L'étrange défaite. Et finalement, on se relève. Donc, je suis désolé, on va devoir conclure là. Il nous reste 2 minutes. Chacun, l'un après l'autre, comment on fait pour est-ce que vous y croyez au redressement et comment vous faites en 2 mots, puisqu'on il y a deux sujets à mon avis essentiels. En effet, le réarmement moral et intellectuel des élites, ça me paraît absolument essentiel. Le deuxième sujet, il faut que l'État retrouve les fonctions qui sont absolument essentielles, c'est-à-dire d'abord la fonction de protection et ensuite la fonction stratège. Le général de Gaulle, c'était à la fois protéger et préparer l'avenir. C'était la façon dont il concevait le politique. François-Olivier Gisbert, pour terminer. Bon, moi, je fais un bilan dévastateur de ce qui a été fait depuis déjà 10 ou 20 ans. Mais en même temps, je ne suis pas décliniste. C'est-à-dire, je pense qu'on peut mettre fin au déclin, même si globalement, parce qu'il faut quand même rester lucide, même si globalement, l'histoire de l'humanité est en train de s'écrire sur l'autre hémisphère. Il faut aller voir du côté de la Chine, qui va doubler les États-Unis rapidement, enfin d'ici quelques années, et puis également de l'Inde, qui finira peut-être par prendre le dessus aussi sur la Chine. Je ne sais pas, mais c'est là que ça se passe. Mais notre tour reviendra. Et le déclin n'a pas besoin d'être catastrophique. Et ça, il suffit de prendre des mesures. Je crois vraiment au sursaut. Je pense que c'est possible. Est-ce que c'est... Alors là, j'étais d'accord tout à l'heure avec ce que disait notre ami Benedetti, c'est que il faut être très bas
pour que brusquement on se dise, est-ce qu'on est à ce niveau-là encore aujourd'hui? Je suis pas sûr. Moi, j'aurais tendance à passer. Ce sera peut-être dans 5 ans. On peut encore tomber plus bas. On peut encore tomber plus bas. Et à ce moment-là, effectivement, il se passera quelque chose. Parce que ce qui est frappant, c'est que nous avons les personnages. Moi, je suis toujours frappé quand je parle avec des politiques. Il y a des gens formidables à tous les niveaux. Il y a des gens formidables. Ils attendent, ils sont là. Ils sont pas forcément en situation aujourd'hui, mais ils le seront sûrement dans 5 ans si ça continue comme ça. Bon, alors le sursaut, est-ce que ce sera pour 2022 ou est-ce qu'on va encore tomber plus bas? On le verra peut-être au mois de mai, au mois de mai prochain. Merci François-Olivier Gisbert, merci Arnaud Benedetti d'être venu débattre, c'était passionnant. Et on conseille vos livres, une histoire intime de la Ve République, Le sursaut pour François-Olivier Gisbert et Comment sont morts les politiques aux éditions du Cerf pour Arnaud Benedetti. Merci, à la semaine prochaine.